À quoi on consentait, hein? Tous les jours, on acceptait de se mettre quoi dans notre corps? B6. Ah! Ça vous rend pas heureux, ça vous fait pas avoir faim ni bander, ça fait simplement obéir aux ordres. Mange, arrête de manger, ris, arrête de rire, baise, arrête de baiser! Vous ne testiez pas toutes ces molécules, vous testiez le B6. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Je suis désolé. Ah. Comment vous vouliez l'appeler? Comme vous voulez. Comment vous vouliez l'appeler? Obéidex. Obéidex. C'est efficace suffisamment pour vivre parmi des tueurs, mais pas assez pour une étoile. Pourquoi? Le B6, ça devait d'être parfait. L'objectif était pas l'obéissance, mais l'obéissance totale, sans la moindre retenue. On voulait savoir si on pouvait te forcer à suivre un ordre, allant à l'encontre de ta morale, de tes valeurs et de tes émotions. T'obliger à faire la chose que tu détestes le plus au monde. Blesser un être aimé. Le B6 peut forcer quelqu'un à refaire un acte qu'il a commis et qu'il regrette. Dans ton cas, c'était blesser quelqu'un auquel tu tiens. Ça force n'importe qui à refaire n'importe quoi. Nous, on avait confiance en vous. Oui, résultat, on vous avait confié nos vies! Vous nous avez tous forcés à faire des trucs les uns avec les autres en nous faisant croire que c'était notre choix alors que c'était le vôtre. Vous nous avez volé Quoi? Votre libre arbitre, Jeff? Connerie. Toi, ça t'a amené où, hein? Imagine 2 secondes. Un monde où les gens obéiraient et feraient tout ce qu'on leur demande. On vivrait en paix et en harmonie si on avait la capacité de contraindre la population à agir pour le bien du plus grand nombre. Les gens se comporteraient non pas comme ils le veulent, mais comme ils le devraient. Fini les ivrognes provoquant des accidents. Les maris qui tuent leurs femmes. Les enfants abandonnés en foyer. On s'en fout, le B6 c'est un échec. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans EAGO saison 14 épisode 40. Cette semaine émission Manipulation, le retour à la terre et les bons sentiments. Le cinéma comme une chanson bleue qui tombe du ciel. Quand il pleut, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur, elle dépend de l'heure. Elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas, chante-la, elle est pour toi. Le bleu te va bien, c'est le bleu de tes yeux. Des jours heureux, c'est le bleu des nuits de juin. Et oui, vous êtes bien dans l'Attendant Godard et l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Sacha Distel. Je crois que c'était Fabien Roussel. Donc, la chanson bleue, un peu, ça peut être ça, le retour des jours heureux. Voilà. Le côté naïf. Exactement, ce côté. Un petit peu comme Sacha Distel finalement, tu vois, c'est ça. Donc nous allons parler de films qui n'ont rien à voir, peut-être 3 si Thibaut est motivé, mais en tout cas nous allons commencer tout d'abord par le nouveau film de Joseph Kosinski, 1 mois et demi après son Top Gun 2, Top Gun Maverick, donc qui est sorti directement sur Netflix, Spiderhead, et ensuite nous parlerons d'une ressortie en DVD et Blu-ray chez Gaumont du Pays Bleu, film de Jean-Charles Takela, film rare de Jean-Charles Takela de 1977. Et pour parler de ce jeu pour la moto de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, la même que depuis 2 semaines maintenant, 3 semaines, n'est-ce pas mon cher Thibaut, donc carrément fleuré là. Salut Thomas, salut à tous. Et voilà, donc parce que Erwan n'arrête pas d'aller à Saint-Brieuc, au bout d'un moment j'ai envie de dire c'est pas sérieux wesh, mais là c'est la dernière, il reviendra la semaine prochaine et Justine fait le bilan de son festival, dis donc ça n'en finit pas non plus. Hein. Bref, les gens qui travaillent le salariat, c'est vraiment pas cool. C'est difficile. C'est difficile. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a notre travailleur acharné
mari préféré, qui lui maintenant travaille même les week-ends. Et bonsoir Valentin. Bonsoir. Valentin qui donc nous revient du Festival de l'Enfer. Donc Valentin était au Hellfest non pas pour le plaisir des musiques qui sont trop fortes et de boire trop de bière sous une chaleur écrasante habillé en noir avec des gens en surpoids, mais donc car Valentin travaillait là-bas pour filmer notamment des groupes de black metal. Il est revenu heureux comme tout et presque sourd, donc je sais pas s'il nous entend. Mais surtout sans coup de soleil. Ah oui, et ça c'est quand même, je veux dire, c'est quand même une bonne perf, hein, Valentin, bien joué. C'est l'avantage des Pain Corps. Et voilà, exactement, ça protège. C'est ça. Donc voilà, ce sont les forces en présentiel, le programme. On va tout de suite passer aux agendas. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas, bon, il se passe quelques petites choses dans Rennes, mais il y aura surtout des choses l'été. Il y a cet été au cinéma Arvor, ils font un cycle Police Partout. Ça tombe bien, donc qui commencera début juillet avec le film Bullitt, donc de Peter Yates avec Steve McQueen. Donc voilà, normalement un cycle autour de la police, il y a quand même matière à proposer des bonnes choses. Voilà. Hein. Puis surtout Bullitt, il faut aller le voir parce que c'est une des matrices de la poursuite automobile au cinéma. Et du film d'action. Du film d'action, Polar 70s. Jean-Baptiste Toré en parle très bien. L'occasion de rappeler donc, pour ceux qui ont oublié, que la police tue aussi. Hein. Mais bon, ça c'est bien évidemment. Mais donc en tout Sauf cas. chez Ensemble. Voilà, exactement, c'est ça. Et au Front National ça, aussi. Hein, parce ça, on que le savait tous. là, on se prépare quand même encore 5 belles années, enfin voire plus, hein, mais bon. C'est un peu déprimant. Mais bon, bref. Donc sinon, quand même, à l'Arvor, ce jeudi, proposé par l'association 97 mm, un double programme western italien avec à 19h15 El Ciuncio de Damiano Damiani et à 21h45 le Django, pas celui de Tarantino évidemment, mais celui de Sergio Corbucci. Donc super. Voilà, donc deux films de la deuxième partie des années 60, deux très beaux westerns italiens qui sont ressortis récemment aussi en Blu-ray et qui sont pas si fréquents que ça en salle. Oui, non. Donc, non, c'est à voir. Alors, le Grand Silence qui était ressorti à peu près dans la même fournée était passé au TNB il y a un mois de ça déjà. Le Grand Silence d'ailleurs avec la mort de Jean-Louis Trintignant le week-end dernier, mais bon, à l'âge de 91 ans en même temps, écoutez... Voilà. Il a fait le boulot. Écoutez, il a eu une belle vie. Hein, voilà. Ouais. On a aussi appris aujourd'hui la mort de Carole Poupeau, la mère de Melville, et de Yarol Poupeau. Ok. Une attachée de presse et qui après a été productrice. Voilà. Ok. Mais bon, pareil, elle était vieille, donc bon, en même temps, c'est un peu les affres de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Sinon, donc normalement le 3 juillet, on vous donne pas encore le titre, mais donc ce sera le dernier film du dimanche soir de la saison avant la pause estivale, proposé par nous-mêmes et le cinéma est mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore l'annoncer parce qu'on n'a pas encore la validation de la copie, tout ça, mais en tout cas le film qu'on va vous passer, c'est quand même vachement bien si vous aimez vraiment les muscles et l'action et surtout un certain exotisme qu'on n'a pas encore assez l'habitude de voir en France. En tout cas, ça va être formidable. Oui. Voilà. Bon, sinon, alors, agenda national. Alors, demain, il sort des choses. Hein. Bon, pas forcément des choses qui vont nous intéresser, mais des choses quand même. Il y a donc le nouveau film de Pixar, Buzz l'éclair. Donc, en fait, c'est pas l'histoire du jouet qu'on voit dans les 4 Toy Story. C'est l'histoire du personnage réel dans le monde de la fiction des Toy Story qui a inspiré la gamme de jouets Buzz l'éclair. Mais en même temps, c'est l'air d'être un film de science-fiction à moitié. Donc, personne n'arrive vraiment à comprendre ce que c'est, ni à le vendre exactement. Mais c'est la spirale de la décréativité de Pixar quand même depuis plusieurs années, depuis vraiment la mainmise absolument totale que Disney a récupérée sur leur boîte, quoi. Ouais. Bref, donc sinon Thibaut l'a vu, mais je ne sais pas s'il va en parler. Sort demain le nouveau film de cette esthète révolutionnaire de Michel Leclerc, donc Les goûts et les couleurs, qui avait réalisé notamment Le nom des gens et d'autres films que j'ai oubliés mais qui sont pas bien non plus. La lutte des classes. Ah oui, c'est vrai, avec Élo Harbert. Ouais. Un truc avec Jean-Pierre Bacry. Le pauvre, il ne méritait pas tant. Voilà, je sais plus. Donc là, Les goûts et les couleurs. Apparemment, c'est super. Hein, c'est encore un beau film, Thibaut. Oui, ouais, je l'ai oublié. C'est un peu un genre de nouveau Claude Lelouch. On ne sait pas si le nouveau Claude Lelouch, c'est Michel Leclerc ou bien Clapiche. C'est un peu un mix des deux. Sinon, il y a un film avec Javier Bardem qui sort, El Buen Patron. Oui, c'est le titre, hein, parce qu'ils n'ont pas fait de traduction française. Donc, El Buen Patron avec Javier Bardem. Je sais pas, j'aime bien Bardem et puis ça a l'air coloré. Oui, espagnol. À propos de couleurs, mais qui seront probablement moches, le nouveau film de Baz Luhrmann, donc Elvis, ce salopard ose s'attaquer à Elvis Presley. Donc, excellente réputation. Oui, alors, je suis curieux. Baz Luhrmann, n'ayant pas fait un bon film de ce guerre, ne dit pas ça pour Roméo plus Juliette, hein, c'est pas bien non plus. Hein. Ah si. Ah non. Ah si, c'est bien, Roméo plus Juliette. Moulin Rouge, c'est horrible. Australia, tout ça. Non, Australia. c'est pas lui, Australia. Si, non, c'est lui. C'est lui. Ah oui, oui. T'es sûr que c'est pas... Ah oui, non, je confonds avec le film de Francis Lawrence, mais qui ressemblait un peu de l'eau pour les éléphants. Et Gatsby le Magnifique. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, un gars. Du cinéma boursouflé, comme on aime bien Oui, le dire. exactement. Mais Roméo plus Juliette, moi j'adore, hein, toujours. Hein. Rien que pour la scène de l'aquarium. Ah là 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 là. oui. Tout ça parce que Léo a une très belle chemise à fleurs dedans. Ah oui. Ah oui. Moi, Et puis Claire Danes, c'est quand même. Et qui elle aussi est quand même un peu passée à l'as, Claire Danes, c'est bien dommage. Oui, on se souvient toujours avec émotion de Angela 15 ans, hein, de toute façon. Oui. Une de tes teen séries préférées. Exactement. Sinon, alors, dans le genre des réalisateurs français qui sont totalement en perdition puisqu'ils sont tombés dans la comédie française la plus crasse, c'est Xavier Duringer qui nous sort L'Homme Parfait, un film avec Didier Bourdon et Pef, dans lequel Pef joue un robot homme de maison qui donc est supposé être l'homme parfait. Un Pef, hein, quand même, Pierre-François Martin Laval, hein, le mec de Robin des Bois. Il a pas fait N'oublie pas que tu vas mourir, des trucs comme ça? N'oublie pas que tu vas mourir, c'est Beauvois, mais Beauvois. Il a fait notamment Chokdi en Thaïlande avec Giraudot. Il a fait plusieurs genre des petits polars ou des chroniques sociales à la fin des années 90. On disait que c'est un mec qui pouvait faire des choses, puis finalement, comme les Syries, tout ça, comme les Cavaliers, il fait des comédies prout moisies. Sinon, il y a un genre de film semi-documentaire en animation qui passera d'ailleurs à l'Arvor, s'appelle Le Jungle Rouge, sur les dernières années des FARC, donc à la frontière entre la Colombie et puis l'Équateur. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et sinon, il y a un documentaire qui sort et qui passe en séance unique jeudi soir au Gaumont, si je ne m'abuse, donc George Michael, Freedom Uncut, donc sur George Michael. J'aime bien, moi, George Michael. Ah, moi aussi, j'aime bien. Mais il y avait un portrait qui avait été diffusé sur Arte il y a quelques temps. Alors, peut-être que c'est la version un petit peu extended du documentaire. Oui, je me rappelle. Et on voyait d'ailleurs notamment les frères Gallagher qui parlaient très bien de George Michael. Voilà, il y a Elton John. Oui, il y a tout le monde. Mais oui. Voilà. George Michael, qu'on a quand même un peu trop décrié pour, disons, pour la période Wham. Ah, mais c'est super Wham. Bah, mais un peu plus, on va dire, un peu plus vulgaire et coloré. On n'a pas mis samedi soir. non, on aurait pu. Mais donc voilà, donc George Michael, le Freedom Uncut, qui sort en salle normalement, et donc au Gaumont ce jeudi à Rennes. Donc voilà, on parlera de pas ça du tout la semaine prochaine, hein, parce qu'on aura plutôt un programme exclusivement musical, entre guillemets, non pas une mixtape, mais donc on parlera d'un des plus grands compositeurs de toute l'histoire de la musique de film, et même de la musique contemporaine, en tout cas du XXe siècle. On va passer à la section critique de cette émission. On va tomber dans un monde d'internoiement de l'esprit, de manipulation. On va aller voir toutes les couleurs de notre esprit. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Satan's Pilgrim avec Colors of Your Mind, donc groupe japonais de rock psyché qui sont déjà à 5 albums, et c'est tout à fait chouette. C'est toujours exclusivement instrumental, mais c'est très bien. C'est pour ça qu'on l'a mis 2 fois. Non, pas 2 fois, c'était recommencé au début et au milieu. Voilà. Un petit bug technique, comme on dit, voilà, défaillance de la technique, mais rien de grave. Donc, quart de couleur de l'esprit, il y en est plus ou moins question dans le nouveau film de Joseph Kosinski, Spiderhead, donc qui, comme je le disais, sort à peine un mois et demi après Top Gun Maverick, mais Top Gun Maverick ayant été déjà repoussé 2 fois, puisqu'il devait sortir à la base en décembre 2020, mais bon, vous savez comment on dit, due to Covid, la situation sanitaire, tout ça, donc le film a été repoussé, et entre-temps, quand même, entre les 2 phases du confinement, donc à peu près à l'été 2020, Joseph Kosinski, et donc on a profité pour réaliser un nouveau film qui met en vedette Thor, donc Chris Hemsworth, avec celui qui est en train de devenir son acteur fétiche aussi, Miles Teller, donc le héros de Whiplash, mais qui jouait déjà dans Top Gun Maverick et dans son film précédent, son film de pompier, dont j'ai oublié le titre, qui était sorti en 2019 avec Josh Brolin. Et donc, de quoi que ça cause ? Eh bien, c'est basé sur une nouvelle qui était parue dans le New Yorker en 2010, d'où le fait que le New Yorker d'ailleurs apparaisse au début dans les crédits du générique, c'était surprenant. Donc, nouvelle écrite par George Saunders qui s'appelle Escape from Spiderhead et qui donc se passe dans un monde presque d'anticipation, en tout cas de fiction spéculative, où il y a une prison d'un genre nouveau, donc qui est Spiderhead, et qui est visiblement plus ou moins géré par le personnage incarné par Chris Hemsworth, où en fait donc ce sont des prisonniers de droit commun qui sont mis dans cet établissement-là qui est basé sur une gigantesque île, où en fait ils sont plus ou moins en semi-liberté. Enfin, en tout cas, tant qu'ils restent dans le cadre de l'île, mais après, ils peuvent se balader un petit peu partout, car en fait, ils sont soumis à des examens avec différentes potions qui leur sont
ingéré dans le corps au fur et à mesure des expériences que dirige donc Chris Hemsworth avec son assistant. Et donc c'est là que se retrouve Miles Teller après avoir tué accidentellement sa meuf et son pote. Et donc il est là, il est avec différents personnages, il vit avec une autre gonzesse dans leur beau loft. Et là évidemment il va se passer des trucs, car au fur et à mesure Miles Teller va se rendre compte que finalement toutes ces potions qu'on leur ingère, donc à la fois effectivement manipulent leurs émotions et puis leurs sentiments, et influent aussi également sur leur morale. Il y aura certains trucs qui vont leur donner envie de baiser, d'autres qui vont leur procurer des souffrances incroyables et puis innommables. Et donc autour de tout ce petit jeu-là va se mêler effectivement une question de la manipulation par une élite, ou en tout cas par des gens bizarres, peut-être dans un cadre qui serait légal ou non. Et donc Kosinski, à travers ce film-là, se pose clairement, en tout cas, il a la volonté de faire auteur, parce que donc que Joseph Kosinski, on le connaît principalement comme quand même soit réalisateur dans des franchises, ou en tout cas avec des vedettes, parce qu'il a fait donc deux films avec Tom Cruise, Oblivion en 2013 et Top Gun Maverick cette année. Il avait fait son premier long métrage, c'était la suite de Tron, donc Tron Legacy en 2011 si je ne m'abuse. Donc il s'est toujours un peu inscrit quand même dans des univers qui étaient soit balisés par le film précédent, soit par la star qu'il mettait en vedette. Et en l'occurrence c'est pas n'importe quelle star, parce que c'est peut-être un des plus gros contrôle fric d'Hollywood, Tom Cruise. Et donc là, avec celui-là et puis son film de pompier, c'est quand même, là pour le coup, il est vraiment genre lâché tout seul en pleine nature, sans personne pour le contrôler. Et comme en plus c'est une prod de Netflix, et on sait que Netflix, en tout cas avant que là, ils décident d'arrêter de faire des projets qui coûtent trop cher et qui leur apportent pas grand-chose parce qu'ils perdent de plus en plus d'abonnés. Donc il y aura plus les petits délires de Scorsese, de Fincher, tout ça, machin. 200 millions de patates. Voilà, c'est ça. Donc là, ça, c'est un peu un des derniers avatars, parce que là aussi, c'est un film qui a coûté 90, je crois. Ouais, visiblement beaucoup trop cher pour la facture visuelle qu'il nous propose. Parce que donc en termes de mise en scène, Joseph Kosinski creuse quand même un peu toujours le même sillon sur quand même des zones d'aplat, des zones de symétrie avec une grande profondeur, un truc qui serait vraiment très géométrique dans sa mise en scène, même dans la mise en espace, on va dire, des lieux qu'il filme. Et on se demande quand même comment est-ce que ça a pu coûter aussi cher alors que ça filme genre 3 pièces et un seul extérieur en numérique. Bon, on dit que quand même à 4 millions de patates c'est abusé, et que certes Chris Hemsworth il est pas donné, mais il coûte pas si cher que ça non plus, quoi. Il est producteur aussi, Chris Hemsworth. Il est producteur aussi, donc évidemment je pense qu'il se gave, mais je trouve comme un des symptômes des échecs de production des films Netflix, à la fois le manque de direction de production et des coudées qui sont laissées franches à des créateurs qui se pensent l'être, alors que finalement ils ne sont plutôt que des bons exécutants, ou en tout cas des bons artisans dans le cadre de blockbusters normés entre guillemets. Oui, alors c'est un peu compliqué de parler du cas Joseph Kosinski, parce que pour moi c'est un auteur dans le sens où il a une patte visuelle qui est cohérente. On aura l'occasion d'y revenir. Il a des recherches esthétiques qui sont cohérentes et qui traversent toute sa filmographie, même si, je n'ai vu que finalement Oblivion et Tron Legacy, mais il me semblait qu'il y avait des choses, voilà, il y a des choses mais il creuse la même chose, qui s'interpénètrent entre ces trois films. Top Gun Maverick, je ne l'ai pas encore vu, et le film de pompier, je l'ai passé à la trappe. Les films de pompier qui est quand même un gros sous-genre quasiment du film catastrophe américain, mais qui chez nous passe totalement à l'as, oui, c'est vrai. Comme Taylor Sheridan, le scénariste de Comancheria, et puis les Sicario, qui a fait un film de pompier l'année dernière avec Angelina Jolie et Josh Brolin aussi d'ailleurs, je crois. Alors où tu as l'impression clairement qu'il sort de 1993 avec à peu près les mêmes scories d'écriture et les mêmes problèmes de réal. Super. Tu dis c'est quand même très étrange ce truc-là. Mais donc du coup c'est un petit peu compliqué, parce que tu sens que le mec il a une patte, il a des recherches comme je disais esthétiques, et en même temps creuse un sillon en tout cas esthétique. Mais il n'est pas assez affirmé comme tu le disais, en ce sens cette production Netflix, si on peut parler un petit peu du système de production Netflix, il me semble que le cas Kosinski sur ce film-là ressemble avec ce que Netflix avait proposé avec J.C. Chandor et Triple Frontière. C'est-à-dire que là, on a des réals
qui sont compétents, voilà. Avec des scoristes, mais qui en tout cas sont des gens qui connaissent leur travail et qui ont quand même des envies de mise en scène. Qui proposent des choses très intéressantes, mais qui se font bouffer par cette espèce de lissage made in Netflix. C'est-à-dire que Chandor comme Kosinski sont des auteurs ou font des recherches, mais ne sont pas encore aussi starisés en tant qu'auteurs que peuvent l'être des Martin Scorsese avec The Irishman, voire même des Bong Joon-ho avec Okja. Ouais, c'est juste que des mecs comme Chandor et puis comme Kosinski, c'est des noms un peu connus dans le milieu de la cinéphilie parce qu'ils ont fait des films qui ont marché. Chandor, il avait fait Margin Call avant, il a fait All Is Lost, tout ça, qui avait quand même eu un petit succès. Voilà, et puis avec Robert Redford, Margin Call, on en avait parlé ici, c'était super. On avait tous bien aimé le film là. Donc du coup, voilà, ce sont des auteurs qui sont vraiment dans une espèce d'entre-deux. Du coup, Netflix s'immisce un petit peu là-dedans, et ce qui fait que le film là, en fait, du coup, se retrouve au même niveau que Triple Frontière. On n'est pas sur... Alors, j'avais des soucis sur The Irishman. Okja, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais on n'est pas sur le même domaine d'excellence ou sur la même volonté d'excellence. Mais non, parce qu'en fait, tu vois, c'est des mecs comme ça qui sont plutôt des réals qui sont compétents, mais qui sont autorisés parce qu'on n'a plus d'auteurs neufs. Peut-être, oui, clairement. Du coup, ce qui fait que le film, sur le papier... pourquoi pas, c'est comme Triple Frontière, tu te dis Triple Frontière, le casting sur le papier, moi super, c'était genre mortel, un film d'action en Amérique du Sud avec un commando. Un réal qui est compétent, tu te dis ok super, et puis au final il va y avoir une espèce de lissage, et je te parle même pas d'un lissage formel, colorimétrique, tout ça, mais il va y avoir un lissage, voire même dans les intentions et dans les ambitions qui font que le film finalement va tomber à plat, et c'est exactement ce qui se passe là avec, tu vois, j'ai même oublié le titre, Spiderhead. Voilà, le film aurait pu être sympa parce que casting, voilà, moi j'aime bien les acteurs. Chris Hemsworth c'est très content d'être là. Il joue. Ça c'est quand même les trucs de Ricain, j'adore. Il joue un scientifique, donc il a des lunettes. Ouais, c'est exactement. Et comme... puis des fois il les enlève pour parler, puis il les remet. C'est exactement comme Mark Wahlberg dans le 4e Transformers, pour montrer que c'est un inventeur. Il y fout des lunettes, quoi. Et putain, c'est genre le degré zéro de la caractérisation. Ou tu vois, c'est comme Alex Garland avec Annihilation. Oui. Où tu vois, voilà, Annihilation est un film boursouflé. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce terme. Mais voilà, qui était en quête d'autorisation. Et voilà, ce sont des films qui finalement tombent à plat. Et Spiderhead, en fait, est un film qui tombe à plat. Alors que tout était là, voilà, un casting. Chris Hemsworth, moi j'aime beaucoup cet acteur, il est super beau, il est bien sapé, il fait des petits mouvements de danse sympas. C'est le méchant du prochain Mad Max. Hein. Donc super, par exemple. Un bon Australien. Un espèce de film en mode quasi dystopique sur un inventeur un peu foufou qui veut créer une société nouvelle et meilleure, entre guillemets, où le bonheur serait absolu, tout ça, mais bon... Pourquoi pas parce des ambitions du coup. C'est un peu des tropes de la SF un peu manipulatrice et tout qui fonctionne bien. Un espace, voilà, une espèce de film de prison qui n'en est pas un. Voilà, moi je dis voilà pourquoi pas. Et au final, le film part plutôt pas mal, mais en fait il devient rapidement chiant et au final il devient à la fin n'importe quoi. Donc c'est vraiment dommage. Parce que ça pêche par le scénar et aussi, je trouve, par la mise en scène qui est clairement pas au niveau du level de manipulation et de perversité qu'il voudrait mettre en scène. C'est-à-dire que c'est clairement pas De Palma. Alors que tu as quand même plein de trucs qu'il essaye de faire avec les triples écrans, avec les reflets, avec des écrans dans l'écran, des trucs de perversité. En fait, c'est pas assez poussé. Comme tu le disais, Joseph Kosinski, lui, il a une matrice. Hein, vraiment, il a un découpage de l'espace cinématographique qui est très, très géométrique. En ce sens-là, on pourrait le rapprocher, du Stanley Kubrick période Shining, voilà, où en fait l'espace cinématographique va enfermer petit à petit le personnage dans ces conditions et ça va amener à la folie du personnage. Mais voilà, cet espace géométrique-là, Kosinski le maîtrise plutôt bien parce qu'il sait très bien cadrer ses plans. Et en même temps, moi, ce que je trouve qui est toujours intéressant, et je disais la même chose pour Oblivion, c'est qu'en même temps, cette gestion de l'espace cinématographique et en même temps coloré par des recherches en design intérieur, en architecture, voilà, il essaye de prendre différents arts ou différentes disciplines artistiques pour en essayer de faire quelque chose
qui est cohérent. Et moi, j'aime cette recherche-là. J'aime chez Kosinski. Oblivion, par contre, ça marchait beaucoup mieux dans ce côté de film de production designer. Oui, ou bien de designer d'intérieur. Bah là, par exemple, on est dans la même logique là. Et tu sens que les recherches de Kosinski sont très intéressantes à ce niveau-là. Me semble-t-il, il n'a pas une formation d'architecte, Kosinski. Si, je crois, ouais. Je crois que c'est comme si ça voulait, parce que le cas de la prison, c'est quand même, ce sont des grands appartements dans lesquels ils vivent, qui sont très jolis, mais qui ont ce côté froid un petit peu de l'art bourgeois moderne. Oui, mais ça, c'est franchement, c'est. Et tu pourrais dire que ça pourrait en faire une critique, et finalement, ça pète pas là-dessus. Le problème de ce film-là, c'est que il y a des enjeux formels qui pourraient être intéressants. Il y a un cadre narratif qui pourrait être intéressant. Il y a un casting qui est intéressant. Le problème du film, et puis il y a une question du genre là, autour de la dystopie, tout ça qui pourrait être intéressant. Le problème du film, c'est qu'en fait, il ne raconte rien. Il ne raconte rien et sur le genre, il ne raconte rien et politiquement, il ne raconte rien et narrativement, parce qu'à la fin, c'est la foire à la saucisse. En gros, ça cabotine comme pas possible. Ah ouais, la fin, c'est quand même. Voilà. Donc, du coup, moralement assez dégueulasse en plus la fin, je trouve. Parce que quand même, toute la question du film, c'est, on l'entend dans l'extrait de pré-générique, c'est sur la question de la moralité des personnages qui seraient sous influence justement de ces différentes drogues. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de la moralité dans un monde moderne qui est apparemment ultra violent, ultra pervers, avec des gens qui ont commis des crimes. Et donc, sauf que la question de cette moralité-là, elle est jamais remise en question. Au contraire, ce serait toujours, de toute façon, les criminels du lieu qui donc ont un passé assez lourd à gérer. Donc du coup, c'est eux qui vont l'assumer. Et finalement, peut-être qu'ils avaient raison de lutter contre Chris Hemsworth, qui est visiblement quand même un sale con. Mais en même temps, cette morale-là, finalement, on s'en balance un peu. En fait, tu sais pas où le Kosinski sait pas du tout où se placer là-dessus. Alors que tu sens, c'est un truc qu'il travaille quand même dans tous ses films, que ce soit dans Tron Legacy, dans Top Gun Maverick, celui-là machin, ou même dans Oblivion. C'est la question d'un passé qui serait traumatique, qui serait trop lourd à gérer, et donc il faudrait se débarrasser pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, mais là, il y a vraiment que dalle. Tu le disais, la question des écrans multiples, franchement, voilà, Papa de Palma, il sait faire les choses 4 fois mieux que ça. Et en fait, même dans Mission to Mars, ça marche mieux. C'est super, Mission to Mars. Mais c'est vrai, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Franchement, c'est trop cool. Et enfin, c'est trop cool. C'est un très beau film. C'est un très beau film, c'est très ambitieux, mais bon, là, on divague. Très mésestimé. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que là, malgré toutes ces recherches esthétiques, et en fait, qu'est-ce qui nous raconte des personnages ? En fait, que dalle, quoi. Parce qu'au final, tu as une empathie qui est très vite qui est très vite distribuée vers ce prisonnier. Les personnages sont extrêmement manichéens, parce qu'en fait, tu vois très bien que Chris Hemsworth, c'est un connard fini, donc ça, tu le devines à parce 2000. qu'il est trop sympa pour être honnête. Tu sens très bien que son sidekick, à la fin, il va avoir un retournement de situation, et puis qui sort de n'importe où en plus. Hein. Ouais, tu le sais. Et en fait, voilà, c'est extrêmement dommage, parce que je pense que Kosinski mérite mieux que ça, en fait. Tout simplement, c'est que il a des choix de BO qui sont plutôt sympathiques, même si, franchement, ouvrir avec Supertramp, c'est quand même compliqué. On va pas se mentir, Supertramp, c'est compliqué. Ouais, mais c'est pas la pire, hein. C'est pas mais facile ça américain, fonctionne. Bon. Ça fonctionne, mais voilà, en fait, le film, Joseph Kosinski ne mérite pas ce film-là, parce que moi, c'est un réal en qui j'avais... Ouais, mais celui qui a voulu le faire, quand même, parce que c'est lui qui mais moi, quand j'avais vu Tron Legacy, qui est un film que je défends malgré tout ce qu'on veut bien dire dessus, mais c'est un film que je défends parce que je trouve que l'utilisation de la 3D est mortelle. Il y a des scories, mais le film était fascinant sur plein d'aspects théoriques parce que Daft Punk, parce que revenir sur Tron, qui est pas un chef-d'œuvre absolu, mais quand même un film matriciel. Ouais, il y avait des trucs à dire. Oblivion, moi, c'est un film que j'avais adoré, pareil. Oui, que j'ai revu il y a pas longtemps, qui est quand même qui est super. Passionnant. Et puis, pareil, il y avait une recherche musicale. Là, c'était M83 qui avait fait la musique, me semble-t-il. Mais il y a une recherche. Mais qu'elle est très bien. Autour de l'électropop atmosphérique. Avec le visuel. Voilà. Bon, ici, il y a une mise en son un petit peu plus pop. C'est pas dégueulasse, mais tu sens qu'on n'est pas dans les mêmes recherches. Et en fait, le truc, c'est du lofi tout le temps, en fait, en termes musical, en termes de photos, qui est quand même hyper générique. Même en termes de décor, de cadrage, t'as l'impression que c'est du lo-fi pour tout le monde. Il fait les choses bien, mais il fait les choses totalement gratuitement. Et en fait, limite, c'est comme si en fait toutes ces recherches-là étaient, ou comme si sa mise en scène cadenassait tellement le projet que tu avais aucune respiration. Alors c'est bien pour les personnages, mais pour le spectateur en fait, et même pour lui-même, le film est tellement cadenassé par sa mise en scène qu'en fait il n'y a aucune aération possible, et du coup il n'y a aucun discours qui peut s'échapper, parce qu'en fait le film c'est un espèce de vase clos.
il tente une direction, mais la direction, elle est clairement pas bonne parce que elle est, comme tu dis, elle est lofi, parce que elle est hyper. On la devine à 1000 km, parce qu'au final, c'est un film qui, malgré 90 millions de patates, une star, voire potentiellement une star et demie, on va dire, en fait, ne raconte que dalle. Oui, et ça, c'est dommage. Tu vois, à aucun moment, où est passée la thune, quand même. C'est quand même hallucinant, là, quoi. par contre, ouais. Michael Bay, quand il te fait son dernier film, Ambulance, ça a coûté 40 millions de dollars, quoi. Là, pour le coup, tu te dis, mais genre, avec ce qui maintenant est un petit budget dans la norme des blockbusters ricains, il t'en fout 15 fois plus la gueule que n'importe quel film d'action des 5 dernières années. Je sais pas, parce que l'étalonnage est très minimaliste. Ouais, c'est terne un peu. C'est terne, il y a du gris top, il y a du marron. Ouais, c'est taupe beige, tu vois. Beige, voilà. Mais tu vois, c'est pas compliqué. C'est vraiment un décorum de bourgeois, quoi, où les mecs, ils kiffent le beige, quoi. Avoir un petit canapé beige, des meubles beiges, ils portent des pantalons beiges, voilà, tu sais leur pas. femme est beige. Tu sais très bien que la prison, elle est construite de manière numérique. Enfin, je comprends pas où la thune est passée. Ce qui est dommage, alors c'est peut-être, ils ont peut-être filé 35 millions de patates à Chris Hemsworth, ça, on n'en sait rien. Mais c'est dommage parce que dans Oblivion, dans Tron 2, il racontait des choses, en fait. Il arrivait à capter quelque chose du monde. Ici, du contemporain. Ici, mais du coup, là, c'était en passant par la SF. Ouais, alors que quand il veut faire un truc plus contemporain, pour le coup, il passe totalement à côté de son sujet. Surtout les questions de manipulation. Alors, ça aurait pu être un film sur la manipulation, ça aurait été cool. Ça aurait pu être un film sur le système judiciaire, ça aurait pu être intéressant. Ça pourrait être un film sur l'industrie pharmaceutique, ça pourrait être intéressant. Et au final, c'est rien de tout ça. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, là, déjà, tu as 3 possibilités. Tu t'échappes vers une des 3 ou tu reviens, tu fais des allers-retours, tu fais quelque chose, quoi, en fait, ou tu tentes au moins. Et là, en fait, ça fait rien du tout, quoi. On parle machin, ah oui, je te manipule, ton libre arbitre, il est où? Puis il est parti, allez hop, ça c'est plié. Oh putain, merde, ça. On spoil le film, là. De toute façon, putain, merde, l'extrait en fait, pré-générique spoilé déjà. C'est un vilain de l'industrie pharmaceutique. Allez hop, ça c'est expédié. Et puis après. Sur le système judiciaire, ouais, t'as vu, ils sont méchants, ouais, triple homicide, machin, bim bam boum, voilà, terminé. Oui, puis même il y a 3 phrases. En tout ça, c'est dit en 3 phrases. T'as aussi c'est dommage. Toute une galerie de personnages secondaires que tu vois un moment ou deux que tu peux dire il pourra faire quelque chose. Notamment t'as un personnage de tolard gigantesque qui est joué par Nathan Jones qui jouait dans Mad Max Fury Road. Là, tu peux dire le mec pourrait genre créer un danger, même physique. Et finalement, en fait, on n'en fait rien. Tous les mecs que tu croises, tout cet univers-là, finalement, n'existe jamais. Parce que le film est trop cadenassé et parce qu'en fait, il ne se permet au cul. Ouais, voilà, c'est ça. Le film est beaucoup trop cadenassé. Et en fait, c'est comme si la mise en scène qui est censée enfermer les personnages dans leurs conditions, enfermait également Joseph Kosinski dans sa propre condition d'une production Netflix lissée, qui finalement veut dire quelque chose sans rien dire du tout. Et voilà, en fait, le problème, il est... À vouloir Kosinski est comme ces personnages, en fait. À vouloir en faire un auteur, donc, entre guillemets, une personne qui aurait une vraie fonction, finalement, en fait, il devient presque un anonyme en termes de mise en scène. En fait, c'est exactement ça, voilà. C'est que Alors, ouais, il devient un anonyme, mais en même temps, le film, au fur et à mesure de sa filmographie, peut-être que Kosinski va retrouver des projets qui sont... Oui, il est encore jeune. Il est encore jeune et voilà, il va peut-être trouver des projets qui sont peut-être plus ambitieux pour lui et puis où il aura vraiment des choses à dire. Néanmoins, le film reste cohérent, comme je le disais, dans sa filmographie, de par les recherches esthétiques et architecturales et de design intérieur qui sont les siennes. Mais voilà, il faut vite qu'il passe à autre chose, parce que le film... Si on fait par exemple une étude plus tard sur Joseph Kosinski, ce film-là va rentrer dans un corpus, mais voilà, il va vite être évacué parce que le film est tellement mineur par rapport, par exemple, à Oblivion, qui reste quand même un très beau film malgré des petites scories comme tu disais, mais ça reste quand même un très beau film. Qui était déjà mais là des scories narratives. Mais là, c'est très 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 mineur. Alors, Kosinski n'a pas écrit le film, là, et donc voilà. Tu sais pas trop, puis la fin est nulle en fait aussi, quoi. La fin est vraiment minable. C'est genre, oh là là, on est déjà 1h40 oh putain, de film. Merde, 1h40, on s'est fait chier pendant 1h20. Vite, il faut qu'on bâcle là. On va faire genre un truc un peu vif, un petit peu de scène d'action avec qui est toute minable, quoi, putain. Non,
c'est dommage, ça a peu d'intérêt, et puis surtout tu te demandes, voilà quoi. C'est un film qui, pour le coup, aurait pu être immoral ou amoral, justement, si le personnage de Chris Hemsworth avait été plus développé que ça, ou qu'il avait plus joué sur ce caractère, justement, un peu manipulateur, un peu pervers, genre de marabout des sciences et des... Puis les personnages sont très linéaires, ils ont aucune évolution possible. Alors ça revient encore à ce que je te dis, je radote un peu. Hein, mais Miles Teller n'évolue jamais pendant tout le film parce qu'au début à la fin, il fait bah non, il reste genre. Il tient sa ligne alors qu'il est quand même genre camé 10 000. Il y a un truc qui aurait pu être intéressant, c'est la problématique du consentement. Moi, quand le film a démarré, quand j'ai I consent, je trouvais ça sympa. À chaque fois qu'on leur fout de la drogue dans le corps pour faire leur expérience, il doit dire acknowledge. Mais voilà, une ligne de dialogue et puis basta quoi. Et en fait, est-ce que ça veut dire que le consentement c'est mal? Est-ce que c'est du bullshit? Non, mais puis le consentement par rapport à une industrie, machin, c'est comme quand tu fais quand t'es en rate de thunes et que tu vas faire les tests. À Biotrial. Voilà, par exemple quoi. Voilà, on a beaucoup qui ont tenté ça, et machin, moi y compris, mais. Il y avait des choses à dire quoi, mais là voilà, c'est dommage quoi, parce que moi j'attendais un petit peu le truc quoi, parce que Kosinski j'aime vraiment bien, un film j'aime beaucoup sa démarche. A pas du tout été promis par Netflix, alors que tu dis quand même t'as une des plus grosses stars actuelles qui est Chris Hemsworth, et t'as le réalisateur du plus gros succès de l'année pour l'instant qui est Top Gun Maverick, et le truc est passé totalement à l'as, et c'est pas comme si Netflix ils avaient honte de promouvoir des merdes, pourtant c'est quand même leur travail quoi. Ils en ont quand même un sacré paquet qui survendent. Bah, ils en ont un paquet, mais là on est au niveau de Triple Frontière. C'est des choses qui auraient pu être intéressantes et qui au final... comme un paix sur une pole série. Bah ouais, c'est dommage. Donc voilà, c'était Spiderhead de Joseph Kosinski, disponible depuis vendredi sur Netflix. Perdez pas votre temps. Ouais, voilà. On va passer à tout à fait autre chose et revenir dans la terre de France de 1977, dans un pays bleu. En attendant Godard sur Syllab, donc était le Bob Dylan suisse Stéphane Escher avec Chanson bleue. Et de bleu, donc il va en être question, non pas du fromage, mais du pays, à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray chez Gaumont, donc de Le Pays bleu, film de Jean-Charles Takela en 1977. Jean-Charles Takela, c'est un des premiers prototypes de cinéphile français de l'après-guerre, puisqu'il naît dans les années 30 et très vite, en fait, il va être un petit peu à l'origine, avec beaucoup de ses camarades, de la création des premiers ciné-clubs en France, à Paris, au Mac Mahon et puis compagnie, où il sera notamment souvent en bisbille contre, parce que lui c'est donc plutôt un formaliste, et donc il va être un petit peu contre l'équipe qui est représentée par ce vieux coco de Georges Sadoul, qui donc était plus justement pour le fond plutôt que la primauté de la forme. Donc voilà, on va pas refaire les guerres de critique des cinéphiles français des années 40, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a très vite été dans ce mouvement-là. Il a d'ailleurs réalisé un film sur ce sujet à la fin des années 80-87, si je ne m'abuse, qui s'appelait Travelling Avant, qui est un très beau film d'ailleurs. Et Jean-Charles Takela, il a eu quand même quelques succès dans les 70 et 80, notamment avec Cousin Cousine et Escalier C. Et celui-là est peut-être un de ses films les moins connus, qui ressort dans une belle compi accompagnée d'entretien avec un des acteurs du film, plus avec un critique, qui reviennent à la fois sur Takela et sur le tournage du film, qui donc met en vedette Brigitte Fosset, qui avec une tripotée d'autres urbains viennent en fait au retour à la terre, là en l'occurrence dans le Vaucluse, et donc dans une genre de vallée absolument magnifique, où Brigitte Fosset va donc rencontrer les différents personnages qui peuplent cette vallée, va apprendre à les connaître, où le film est très clairement coupé en deux parties. Toute la première partie se passe exclusivement dans la vallée et puis dans le Vaucluse, et la deuxième, donc ce sont tous ces personnages-là qui, après un drame, s'en décident de partir pendant quelques jours à la grande ville qui est à côté, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce qu'ils restent plutôt quand même enfermés dans leur vallée, en tout cas dans leur village, on va dire, dans leur communauté. Et cette question de la communauté est très importante, c'est quelque chose que Jean-Charles Takela a déjà traité dans plusieurs films, mais là, au lieu de le faire dans un cadre strictement urbain ou dans un univers qui serait plus cloisonné comme dans Escalier C, là au contraire c'est une communauté rurale où Brigitte Fosset va apprendre à connaître ses différents personnages. Il y aura évidemment des personnages qui sont très hauts en couleur, mais dès le début du film, en fait, le personnage de Brigitte Fosset
pour fêter un petit peu son arrivée. Elle est là depuis quelques semaines pour apprendre un peu à tous les connaître. Elle les invite tous chez elle, dans son grand jardin, parce que vu qu'il n'y a pas vraiment de jardin, parce que c'est la vallée, et donc ils vont tous faire une énorme teuf, il y aura des chants, il y aura des danses, avec finalement un aspect du film qui là pour le coup fait très très fordien. Donc c'est-à-dire ces grandes fêtes, les danses, il y aura des règlements de compte, il y aura aussi des déclarations d'amour qui vont se faire, mais tout ça dans un cadre très joyeux où finalement tous ces personnages, parce qu'il y a quand même au moins 25-30 personnages dans la vallée qui arrivent, donc ça fait comme une masse de personnes d'un coup, et qui arrivent tous à vivre extrêmement vite dans cette scène de danse, de bal et puis de repas qui est quand même assez longue dans le film, qui doit durer une bonne vingtaine de minutes, où là d'un coup très vite on a toute la communauté qui fait sens et tout finalement l'attrait que le retour à la terre et à la ruralité des années 70 après les 30 Glorieuses pouvait avoir d'important pour certains personnages qui venaient, on va dire, de la ville ou en tout cas de milieux urbains de manière générale. Et c'est justement de retrouver ce côté-là. On va dire que c'est le post-68, après le Larzac, après les grandes causes contre le nucléaire, tout ça qui, on sait bien, ont absolument marché, comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc, ce qui donne un côté hyper chaleureux finalement à ça. Évidemment, Brigitte Fossey va avoir plus ou moins un crush avec un paysan du coin, avec une belle relation qui va se créer parce que lui, il n'est pas vraiment dans le truc du romantisme. Voilà, bon, c'est un peu plus brut de pomme, on va dire. Et elle-même se sent assez libre, mais finalement, il y a quand même très, très vite des choses qui vont se créer. Et évidemment, au milieu de tout ce microcosme, tout n'est pas bleu. Puisqu'il y a évidemment d'autres personnages qui sont donc des paysans qui sont en prise avec la dure réalité d'être paysan, donc avoir des dettes à payer, avoir la banque au cul, l'URSSAF au cul, la France entière au cul. Donc évidemment quelques drames qui peuvent se passer, qui amènent à la deuxième partie du film, qui est, je trouve, un peu plus faible, mais est pas inintéressante parce qu'on bascule finalement dans un autre genre de cinéma qui est un peu plus trivial finalement, où il va y avoir beaucoup plus de légèreté là-dedans. Donc on découvre toute cette bande qui vont aller faire les cons dans les piscines de l'hôtel, qui découvrent les grands restaurants, machin. Et donc, mais il y aura jamais de côté moqueur sur ces paysans qui vont découvrir la ville, mais au contraire, c'est fait avec beaucoup de tendresse, et y compris à la fin du film, quand finalement ils décident à part quelques personnages, de tous revenir dans la vallée. Finalement, il y a comme après cette parenthèse urbaine folle, entre guillemets, ce retour finalement à quelque chose de beaucoup plus sain, où on sent que ça touche vraiment taquet là de ces paysages du Vaucluse qu'on a quand même rarement l'occasion de voir au cinéma, enfin de manière générale. De toute façon, on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais c'est quand même le grand drame du cinéma français qui est principalement urbain, alors qu'on a quand même de magnifiques décors en France et qu'on voit quasiment jamais, je sais pas, on voit pas la Drôme, on voit pas le Massif Central, on voit très peu le Périgord. Au maximum, on voit des comédies où les mecs ils vont dans les Alpes, ou bien ils voient la Bretagne, mais sinon le reste de la France, on a l'impression que c'est presque une inconnue. Oui. Après, disons dans le cinéma populaire qui vise un grand marché, oui, non, ouais. Même, tu vois, des films d'aventure, des films d'action, je sais pas, qui se passent dans les gorges du Verdon, à part les spécialistes de Patrice Lecomte, j'en vois pas des masses, quoi, tu vois. C'est très parisien, parisien, oui. Ouais, mais tu vois, ça sera Paris, Lyon, tu vois, Marseille, ça sera vraiment grande ville, quoi. Oui. Alors que là, je dirais pas que c'est une célébration de la ruralité, mais en tout cas, ça en fait vraiment un portrait de communauté qui, à l'inverse de ces autres films, leur approche beaucoup plus du cinéma américain, parce que c'est quelque chose que finalement on a beaucoup trop peu fait dans le cinéma français, au moins de l'après-guerre. Il y avait ça un petit peu dans les films de Duvivier, dans certains films de René Clair, ou les films de Renoir évidemment avant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas, quand ils font La Belle Équipe, quand ils font La Règle du Jeu, tout ça, il y a un genre de microcosme comme ça qui fait communauté, mais très vite après la Seconde Guerre mondiale, j'ai en tout cas l'impression que c'est un peu passé à l'as, et ce film-là revient un petit peu vers ce genre de joie finalement de la communauté, qui fait sens, peu importe d'ailleurs l'endroit dans lequel il se trouve, quoi. Donc voilà, c'est pour la scène de repas, ça donne envie déjà. Oui, donc Le Pays Bleu de Jean-Charles Taquella, qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Gaumont dans une très belle copie. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Alors, les coups de cœur, carrément Fleuret, le point sport, parce qu'on n'a pas encore fait. Alors, les coups de cœur, ça aurait pu être Florent Bachelier ou Richard Ferrand. Oui, voilà, qui viennent de perdre. Bravo Bachelier, voilà. Dégage. Oui, mais non, mais ça va être les week-ends sans foot, en fait. On s'ennuie un petit peu. Parce que c'est pas avec la Ligue des Nations là, qu'on va avoir de quoi bouffer. La future Coupe du Monde là, qui arrive là, on s'en fout. Ouais, t'as encore des trucs qui sortent, ça va être horrible. Donc on se rattrape comme on peut, et on se rattrape surtout avec la page YouTube du Stade Rennais Football Club. Le film était sorti en salle dans quelques salles l'année dernière. Notamment à l'Arvor, avec la mise en ligne du documentaire complet, 1h20, donc Au fer rouge, 120 ans de passion rouge et noire, me semble-t-il, en Antoine sous-titre. Biard, qui avait déjà fait un film sur le RCK il y a 2 ans. Ouais, tu ne marcheras jamais seul. Exactement. C'est ça. Et là, qui revient un petit peu sur ce qu'est la passion populaire autour du Stade Rennais à Rennes. Donc il y a de très très belles images d'archives. Donc des débuts en 1901 jusqu'en 2020. Ça revient sur l'histoire un petit peu. Alors il y a des entretiens qui sont très intéressants. Le film est clairement à la gloire d'Épinal, en effet, parce que... Ils sont propriétaires du club depuis 98. Voilà. Mais... il y a François-Henri dedans qui parle. Oui. Il parle beaucoup. Mais bon, il y a Julien Stéphan qui parle. Ça fait toujours plaisir d'entendre Julien Stéphan. Mais voilà, ça en fait, quand on parle football français et supporterisme, alors on a les grandes ambiances de Saint-Étienne, de Lens, de Marseille, du Paris Saint-Germain avant Qatar et avant les merdes qu'il y avait eu avec les Boulogne Boys et tout ça. On parle du Racing Club de Strasbourg. Des Bad Guns de Lyon. Non, pas de Lyon. Surtout pas de Lyon. Voilà, on parle de ces ambiances-là et on parle finalement très très peu du Stade Rennais, sachant que le Stade Rennais avait été un petit peu la risée du football français pendant quelques temps. Il y a eu des périodes très compliquées. Voilà. Ou de la Beaujoire, qui a eu une belle ambiance à la Beaujoire également, à Nantes. Et là, voilà, ça remet un peu Rennes sur l'échiquier footballistique français. Donc voilà, ce documentaire-là, rien que pour ça, vaut le coup, et puis voilà, ça permet aussi de revivre des émotions et de comprendre ce que c'est le foot avant d'être des transferts à des millions d'euros. Les footballeurs sont trop payés. 35 millions à Garde, c'est bon, il est vendu. Oui. Ou des schémas tactico-techniques. C'est avant tout de l'émotion. C'est aller au stade en famille, avec des potes, avec qui vous voulez. C'est aller boire une bière et puis commenter le match. Oui, parce que après. Ça revient quand même beaucoup à la fois sur les performances ou non du club à une certaine époque, mais aussi sur la question du supporterisme et de l'inscription d'un club dans une ville. Parce qu'on sait que parfois c'est un peu le problème. C'est un des intervenants qui le dit dans le film que Rennes, ça a souvent été plus les spectateurs que les supporters, même si effectivement depuis 5-6 ans, avec les derniers résultats, le club se réinscrit vraiment dans la ville. Évidemment, mais voilà. C'est toujours cool de voir des gamins qui portent des maillots du Stade Rennais. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand tu vas au stade, même tu peux y aller tout seul parce que tu auras toujours 30 000 copains et copines à côté de toi, et ça fait toujours plaisir. Surtout quand on perd, c'est mieux d'avoir des copains avec ça. Donc Au fer rouge dispose sur la page YouTube du Stade Rennais. Voilà, merci. Alors moi, ce sera 2 choses. J'ai revu pour la première fois depuis presque 20 ans le Ghost Dog de Jim Jarmusch, donc La Voix du Samouraï, son film de 1999 avec Forest Whitaker, qui est, je pense, mon film préféré de Jim Jarmusch, relecture melvillienne du mythe du samouraï par un Afro-américain, donc avec la BO de RZA, qui est merveilleuse, un film absolument sublime et pour le coup vraiment bouleversant, et dans un tout autre genre parce que j'ai revu ça aussi, donc c'est la série de Jean-Pascal Zadi, Craignos et carrément Craignos, donc qui était passée sur France Télévisions, donc c'est une quinzaine d'épisodes d'une 20aine de minutes, c'est extrêmement drôle, c'est très bien mené, il a un vrai talent de mise en scène, une vraie manière de croquer les personnages qui sont super drôles, et lui c'est quand même un acteur qui est fabuleux, je trouve, avec une galerie de personnages absolument incroyable. J'ai beaucoup rigolé, je me suis tapé sur le ventre. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc d'un des plus grands compositeurs de toute l'histoire du cinéma, ça va être formidable, on sera plus que ce soir normalement. Merci beaucoup à Valentin à la technique, merci Thibaut, prochaine émission, prochaine édition, ciao, bonsoir, et dans ton cul, Bachelier. Salut.